très heureuse d'avoir obtenu cette audience. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très important dans la sous-région et dans le Conseil des Nations en général. Et dans l'histoire de notre pays, il y a des noms qui comptent. Il y a des noms qui comptent. Et le ministre Charles Blé Goudé fait partie de ces personnes dont les noms et les actions comptent. Je l'ai toujours dit, notre pays n'est pas encore réconcilié. Et en notre qualité de société civile, il est de notre devoir d'insister pour que tous les fils de ce pays se retrouvent autour de la Côte d'Ivoire. Donc, comme l'a dit le frère Dr Boga tout à l'heure, nous sommes d'abord venus dire la bienvenue à notre frère, le ministre Charles Blé Goudé, parce que quand il est rentré de La Haye, je n'étais pas là. Alors qu'on a tous lutté pour qu'il revienne, pour que le président Gbagbo revienne, pour que tous ceux qui étaient en exil ou en déportation reviennent afin que nous puissions ensemble travailler à la réconciliation véritable. Donc, je suis venue lui souhaiter officiellement la bienvenue, mais je suis aussi venue lui dire que le pays a besoin de lui et que nous devons ensemble faire en sorte que ceux qui sont encore dehors soient là pour que tout le monde puisse se rencontrer pour définir les vraies conditions de la réconciliation et que chacun fasse sa part afin que la Côte d'Ivoire soit restaurée dans la paix et dans la démocratie. Lorsque j'étais emprisonnée pour la première fois, parce que je combattais le 3e mandat, le ministre Charles Blé Goudé, bien que ne me connaissant pas, a fait partie de ceux qui m'ont soutenu. Et ça a été vraiment un soutien de taille, un soutien très important pour moi. Je vais faire comme lui. Hein. Voilà, un proverbe. C'est dans la traversée du désert qu'on apprécie l'importance d'un verre d'eau. Wow. Donc vraiment, je tenais publiquement à lui dire merci, merci, toute mon équipe et moi, merci pour ce soutien, tout ce qu'il nous a apporté, on l'a partagé avec les autres prisonniers. Donc c'est au nom de tous ceux qui ont bénéficié de cet appui-là que je voudrais aussi dire encore merci. Voilà. Moi, je suis heureux, content de recevoir la combattante, c'est comme ça qu'il faut désormais l'appeler, notre sœur Michelle Igbali. Les États-Unis ont connu Rosa Parks. La France a connu Simone Veil. La Côte d'Ivoire a connu Marie Corée, Simone Gbagbo, bien d'autres combattantes, dont la maman David Diabaté. Ce sont des grands noms qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Akaoui. Notre génération, j'étais en train de m'interroger depuis ma semaine de prison. Et puis du coup, un nom sort de chez Igbali, que j'ai vu combattre. Quand on l'a arrêté, je me suis interrogé. Je dis, oh, est-ce qu'ils ne sont pas allés sectionner cet élan-là? Parce que quand on sort des prisons, il y a deux attitudes. Soit on abandonne sous le feu des conseillers circonstanciels qui vous disent non, mais il faut laisser ça, il faut faire ta vie. Ou alors, vos convictions s'enracinent et vous continuez le combat. Le chéri a fait le second choix. Ça veut dire continuer le combat. Il était de mon devoir, en tant qu'ancien prisonnier, de lui apporter un appui. Et précise au passage que ça fait 11 fois que j'ai fait la prison politique. Donc, je savais plus ou moins ce qu'elle pouvait vivre et ressentir. Mais je voudrais saluer ici sa combativité. Ce n'est pas donné à tout le monde de sortir des prisons et de continuer toujours. Je voudrais ici la saluer. Et moi, je suis content de la recevoir aujourd'hui. Et puis lui dire que nous allons avancer ensemble. C'est ensemble qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'on peut apporter les changements en Côte d'Ivoire. Moi, je combats des idées. Moi, je ne combats pas une personne.
Et notre pays a besoin que toutes ces compétences soient mutualisées pour arriver enfin au changement. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique est en mouvement. Plus personne ne pourra arrêter et empêcher le fleuve de couler. Tout le monde va apprendre finalement à naviguer dans la vague. Et on va le faire ensemble, avec les moyens démocratiques. On va le faire avec les moyens démocratiques. Avec l'élégance qu'il faut. Bien entendu, avec l'élégance qu'il faut. Bon, je m'arrête là. Mais voilà. Rebonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, ceux qui me prennent en cours, ceux qui m'ont vu tout à l'heure. Voilà. Donc, Djubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain avant tout. Un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Là, c'est un plaisir de voir que l'opposante numéro 1 à M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, la jeune sœur Poulcherik Balé, la grande dame, moi je l'appelle, elle est allée rencontrer le frère Charles Blé Goudé, le jeune frère Charles Blé Goudé. Voilà, quand je dis jeune, j'entends par rapport à mon âge. Hein. Voilà, moi j'ai 59, Blé Goudé doit avoir 52, je crois, et puis Mme Poulcherik, elle doit, je sais pas, la quarantaine. Bon, en gros, ce qui est important, c'est leur rencontre, parce que, comme on dit souvent, vous savez, qui se ressemble, s'assemble. Chaque pays, comme je rappelle souvent, a son histoire politique, naturellement. Or, la Côte d'Ivoire est dans un dispositif France-africain, le niveau le plus élevé, très clairement. Et donc, il y a du boulot. Mais ce qui se passe, je vous dis toujours que c'est une question de volonté personnelle, volonté collective, et puis volonté politique. Dès lors qu'on réunit ces trois éléments-là, on arrive à notre but, on arrive à avoir ce qu'on veut, normalement. Il faut que ça soit réuni. C'est une condition préalable. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, on perd son temps. Donc, Mme Poulcherik Balé, hein, très connue parce que, je vous dis l'expression avoir des couilles, j'avais du mal pour dire pour les femmes. Mais là, quand on voit cette dame, on ne peut que s'incliner, on ne peut que se reconnaître. Puisque parce qu'à côté de ça, il y a des hommes qui branlent rien, ils ont peur, ils ont la trouille. Donc elle, on peut dire qu'elle a les couilles, puisque elle est allée en prison à 2 reprises. Hein. Une première fois, c'était en 2020, hein, parce qu'elle était la première, comme ça, en Côte d'Ivoire, à dire non au 3e mandat de M. Ouattara. Et là, ça a mérité d'envoyer en prison. Hein. Et elle y est restée combien? Elle y est restée 8 mois. Hein, là, j'ai pris les découpes de presse, là. 8 mois, elle est restée, parce qu'elle a dit non au 3e mandat de M. Ouattara. Une figure de la société civile ivoirienne, Poulcherik Balé, qui avait appelé en août 2020 à des manifestations contre un 3e mandat du président Alassane Ouattara, a été libérée après 8 mois de prison. Voilà. 8 mois, hein, parce qu'elle a dit non au 3e mandat. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui étaient planqués. Et ce que je tiens à rappeler toujours, c'est que je dis cette dame-là, c'est une dame qui a une qualification. Elle est, comment dire, sociologue, si j'ai compris. Hein. Elle travaillait dans un organisme très connu en Côte d'Ivoire. Et puis là, donc je crois qu'elle devait être fonctionnaire. Je ne sais pas ici dans la qualité de fonctionnaire. En tous les cas, elle avait un poste de cadre. Et quand on l'a arrêtée, elle a tout perdu. Hein, licenciée, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Et les mêmes personnes disent qu'ils sont en démocratie, alors que les basiques n'y sont pas. Ce n'est pas en démocratie. Bienvenue en folklocratie. Voilà. C'est la démocratie folklorique, ou le folklore de la démocratie, tout ce que vous voulez tourner dans tous les sens, mais en tout cas, ça a lien avec le folklore. C'est du folklore. Non. Parce que les pays où la démocratie est bien implantée, il y a des basiques, on respecte, hein, et puis on accepte que les gens manifestent pacifiquement, et même on met les forces de l'ordre pour que ça soit encadré, que ça se passe bien. Les gens vont et ils rentrent chez eux tranquillement, avec quiétude. Oh, là, ce n'est pas le cas. Les gens sont terrorisés, les gens sont dans la terreur. Et elle mène son combat tranquillement, avec assurance. Et comme dit le frère Charles Blé Goudé, il dit, ben voilà, quand vous allez en prison, il y a 2 choix. Quand vous sortez de prison. Et lui, il parle en connaissance de cause. Il dit, soit vous abandonnez, vous lâchez l'affaire, ou soit alors vos convictions sont renforcées. Voilà, c'est-à-dire vous êtes, comme on dit, ce qui ne te tue pas, tu renforces. Donc vous êtes dans cette position-là. Il y en a 2, il n'y en a pas 3. Donc elle et Charles Blé Goudé également, ils sont dans cette position-là. C'est-à-dire que le fait qu'on les a mis en prison pour des raisons politiques, quand ils sortent de là, leurs convictions sont renforcées parce qu'en réalité, les raisons politiques, c'est on ne peut plus subjective. Hein? Bien entendu. C'est une approche comme ça injuste, hein, au bon vouloir du prince. C'est-à-dire que dès lors que vous n'êtes pas d'accord, on vous met en tôle, alors que ce qui est important, c'est de respecter les tests. Puisqu'on est tous ensemble à vivre en société, il y a des tests, il faut les respecter. Et ça, c'est pour le bien commun, c'est pour l'intérêt général. Et je vous dis qu'on en arrive là tout le temps parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas à leur place. Ceci explique cela. C'est du bon sens, là, j'enfonce une porte qui est ouverte. Mais je suis obligé d'enfoncer une porte ouverte parce qu'il y en a d'autres qui en sont rendus là, parce qu'ils n'ont même pas compris encore ça. Qu'est-ce que vous voulez?
Maintenant, ceux qui ont compris, tant mieux. Mais sinon, si beaucoup avaient compris, on n'a pas besoin de faire le rappel. Mais on est obligé de le rappeler. N'importe quoi. Oh. Donc, vous voyez, elle retourne en prison une deuxième fois. Madame Poulcherik Balé, c'était quand? C'était donc toujours pareil, hein, j'avais pris ça, tout ça c'est sur internet, hein, voilà, c'est des articles, c'est très, donc c'est tout le monde, à la portée de tout le monde. L'activiste ivoirienne Poulcherik Balé a été libérée après 5 mois de prison, donc ça c'était en 2022. Oh, ça c'était dû à quoi? Ben, c'était dû au fait que Madame Balé, hein, présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, ça s'appelle ACI, hein, c'est le nom de son association, de son mouvement là, hein, comment dire, des droits de l'homme, là, voilà, avait été arrêté puis incarcéré le 22 août 2022 à la maison d'arrêt de la correction d'Abidjan. Alors, la dernière nouvelle que j'avais appris il y a quelques temps, il paraît que maintenant, on ne dit plus la MACA, c'est-à-dire maison d'arrêt, on dit, ils ont changé de nom, ils ont mis maintenant PPACI. PPACI. En fait, ils ont nargué le président Gbagbo parce que comme le nom de son parti, c'est PPACI, eh ben, maintenant, ils ont changé, c'est plus la MACA, hein, maison d'arrêt et correction à Abidjan, c'est devenu je sais pas, PPACI. En tout cas, la dénomination, c'est PPACI ou quelque chose comme ça. Ah, mais non, mais ils sont graves, hein. Oh. Enfin, bon, bref. Ça, c'est leur problème. Donc, Mme Balé s'était prononcée en faveur d'une solution diplomatique pour résoudre la crise, laissant entendre que ce n'était pas celle qui était privilégiée par les autorités ivoiriennes. C'est-à-dire, c'était quand les 49 zozos, là, ils avaient été arrêtés. C'était en ce moment-là qu'elle a dit, bon, écoutez, moi, en tant que militante des droits de l'homme, je vais aller là-bas sur place pour qu'on puisse les libérer. On va essayer de négocier. Et là, comme d'habitude, monsieur Alassane Draman Ouattara, c'est des dictateurs. Voilà, parce que les motivations des 49 Zozo, c'était d'aller assassiner les dirigeants maliens. Et on les a pris la main dans le sac. C'est ça qu'ils ont été. Voilà. Donc, Mme Poulcherik Balé, elle est proche de l'opposition du président Alassane Ouattara, hein, avait déjà été incarcérée pendant 8 mois. Bon, ça, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est une très grande dame. Et ce que je voulais dire surtout pour cette vidéo, c'est que, en fait, elle avait toujours milité, hein, pour que les droits de l'homme soient respectés en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait un état de droit, tout simplement, tout simplement. Et ça lui coûte cher, hein, et puis malgré tout, elle continue le combat. Elle est vraiment très courageuse, cette dame. J'ai beaucoup de respect. J'en profite d'ailleurs pour saluer Madame Keivao Martin, voilà. Très grande dame aussi. Et je vais essayer de l'appeler là, parce que c'est vrai que à chaque fois je pense à elle, mais j'ai pas eu le temps encore de la rappeler, mais je vais l'appeler, parce que je dis que elle aussi, elle milite pour qu'il y ait un procès à la CPI, hein, pour qu'on puisse entendre l'autre camp. Puisqu'on a entendu M. Charles Blé Goudé et puis le président Laurent Gbagbo, maintenant ils ont été acquittés. Maintenant, on attend le camp de M. Ouattara. Oh, Nini. Et c'est la raison pour laquelle je dis, voyez-vous, comment il s'appelle, le président, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, on peut dire ancien, hein, parce que demain, le nouveau va prêter serment, hein, son excellence Bassirou Diomaye Faye, hein, pour remplacer l'autre voyou de Macky Sall là. Donc Macky Sall n'ira pas à la CPI, contrairement à ce que les partisans PASTEF là, ils croient. N'importe quoi. Allez-y, vous faire des illusions. Enfin bon, bref. On verra, hein, vous allez voir. Hein, vous allez voir avec Macky Sall. Donc, quand vous regardez l'expérience d'Alassane Ouattara, dites-moi, est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé au Sénégal? Soyons sérieux. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre pourtant, mais ils refusent. Puis aussi, ils ne sont pas honnêtes. Parce que quand on est honnête intellectuellement, on reconnaît là ce que je viens de faire comme démonstration. Et je vous dis encore une fois, on verra. Moi, je dis, je ne serais pas surpris si Macky Sall n'est pas poursuivi parce que je vous donne la démonstration concernant M. Alassane Draman Ouattara. Donc voilà, M. Alassane Draman Ouattara, ce qui a été fait en Côte d'Ivoire est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé au Sénégal. Même si c'est vrai que la mort d'un seul homme est grave, c'est vrai. Mais il faut regarder le contexte ivoirien, guerre civile, et puis là au Sénégal. Donc voilà. Donc ce qui est grave, ils n'ont pas traduit à la CPI, c'est pas ce qui est beaucoup moins. Parce qu'il faut se dire les choses objectivement. Moi, je reste toujours objectif. Voilà. J'espère qu'ils ont compris maintenant définitivement. C'est fatigant. Enfin bon. Donc, son combat qu'elle mène, là récemment, y a la question des démolitions. Voilà. Un pays où on nous fait croire que le droit de chacun reste, alors que ce n'est pas vrai. C'est plutôt le droit des gens les plus riches, les plus fortunés, qui ne représentent que 0,001% de la population. Or, en Côte d'Ivoire, on est autour de 28 à 30 millions d'habitants, environ. Vous voyez? Eh bien, Mme Poulcherik, elle a récemment demandé à ce qu'il y ait une pétition. Elle a mis la barre jusqu'à, je crois, 100 000. Hein, 100 000 signatures. Voilà, 100 000. Eh bien, au moment où je fais ma vidéo aujourd'hui, je pense qu'à tout casser, elle a réuni 4 000 signatures. Alors qu'elle souhaitait 100 000.
Et elle disait quoi? Elle disait que d'abord, elle se battait pour les coûts de la vie. La vie est trop chère en Côte d'Ivoire. Et même, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps où on disait que la Côte d'Ivoire est numéro 1 devant pas mal de pays, hein, même les États-Unis, tout ça, au niveau de le coût de la vie. La vie est trop chère. Parce que ces gens-là qui sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, ils sont open bar, il n'y a pas d'opposition. Vous comprenez bien. C'est-à-dire, c'est la suite naturelle des choses. Bon. Et bien, donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est que quand la Coupe d'Afrique a démarré, hein, elle a dit, durant la Coupe d'Afrique qui a duré 4 semaines, elle dit, bon, durant cette période-là, la Coupe d'Afrique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, eh ben, elle demande à ce que les gens puissent se mobiliser et se faire des pétitions, signer des signatures. Et elle attendait 100 000. Eh bien, quand la Coupe d'Afrique est terminée, c'est-à-dire au bout de 4 semaines, elle n'était même pas à 2000. Du coup, elle a prolongé. Je crois qu'elle a rajouté 2 ou 3 semaines de plus. Et là, je vous dis, au moment où je vous parle, je ne me trompe pas, je suis sûr que ça tourne autour de 4000 et quelques signatures. Faites la différence entre 100 000 et 4000. Dans un pays où il y a entre 28 et 30 millions d'habitants. Alors que quand elle fait ça, elle dit que elle, avec son association, ça leur permettrait d'avoir une petite idée par rapport au combat qu'ils mènent sur le coût de la vie et de dire, mais voilà, vous voyez, les citoyens, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut respecter les droits des gens, ainsi de suite. Oh là non. Les gens, elle dit, ils ont même peur pour signer. On peut les comprendre. Quand je dis on peut les comprendre, c'est que, bon, la terreur que met M. Ouattara depuis qu'il est au pouvoir, c'est incroyable. Mais moi, le citoyen ordinaire, je ne sais pas lui, j'en veux. J'en veux aux gens qui ont des mandats. Ah ben oui. Mais non, mais attendez, je me dis toujours, je me veux être sérieux, et que par conséquent, quand on est sérieux, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est-à-dire quoi? C'est que ces gens-là, ben, ils sont payés par l'argent du contribuable. C'est l'argent public. Donc, ceux qui sont les députés d'abord, ensuite les sénateurs et compagnie, les ministres et tout ça. Bon, ministres, c'est un peu normal parce qu'ils sont dans le camp de M. Ouattara. Mais les députés d'opposition, soi-disant, ils font quoi? Hein? Les sénateurs d'opposition, même s'ils ne sont pas nombreux, ils font quoi? Ils sont dans la connivence. Et je vous rappelle toujours, je dis que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la plupart de ces gens-là, ils sont plutôt dans une démarche de vouloir prendre la place de M. Ouattara pour continuer le système de la France-Afrique. Que quelqu'un me démontre le contraire. Donc ferme-la, assis-toi et prends des notes. Voilà. Parce que j'en suis tellement convaincu que c'est pour ça que quand c'est comme ça, je monte le ton. Et oui. Ah, parce que, voilà, tu n'es pas à la hauteur, le sujet qui nous concerne, qui nous intéresse, tu n'es pas à la hauteur. Donc va faire autre chose. Voilà. Voyez-vous? Ceci explique cela. Je dis que les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, si M. Ouattara est en roue libre, c'est parce qu'il n'y a personne, hormis Mme Poulcherik Balé, hein, et puis là, les mauvaises langues là, parce que je rappelle toujours pourquoi j'apporte mon soutien à Charles Blé Goudé, parce que je suis quelqu'un qui aime la justice. Puisque ma religion, c'est la vérité et la justice, je dis que Charles Blé Goudé, les principaux ennemis qu'il a, c'est les partisans, les Gors, là, les pros du président Gbagbo, et puis ensuite les partisans de Guillaume Soro. Voilà, ce sont les deux camps là, qui peuvent, s'ils pouvaient le mettre sur la chaise électrique, ils l'auraient fait. Mais quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'ils veulent de Blé Goudé? Ils disent que oui, pourquoi il a changé? Oh. Alors que moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, écoutez, comme le pays appartient à nous tous, lui, il a déjà livré bataille. Et qu'est-ce que ça l'a conduit devant la CPI? Mais il faut que les autres qui ont son âge ou qui sont un peu plus jeunes, qu'ils aillent monter au créneau comme lui, il a pu le faire. Comme le fait même Mme Poutcherik Balé. Un peu comme, je me rappelle, il y a un monsieur là, Kofi, j'espère que Kofi va bien, parce que Kofi, ça fait un moment que j'ai plus de ses nouvelles. Hein, Isaac Kofi, voilà, parce que je ne le vois plus, alors que je regardais de temps en temps son émission. Quand même, il est PDCI, mais bon, il fait ce qu'il peut. Mais donc, j'espère qu'il va bien. Voilà, je crois comprendre, c'est qu'il est en train de se concentrer sur ses cours, parce qu'il suit ses études de tout avant. Donc, j'espère qu'il va bien, qu'il n'y a rien de grave. Bon. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a un de ces partisans là de Kofi qui appelle les États-Unis, un monsieur qui a un certain âge, et que lui, il dit que Mme Poutcherik, il faut qu'elle arrête les vidéos parce qu'elle fait des vidéos tous les mardis. En gros, lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'elle aille sur le terrain. Non, mais attends, elle fait ce qu'elle veut. Ah ben, voilà. Non, parce que ça ne veut pas être des trucs qui m'énervent. Attendez, pourquoi les autres ne font pas? Parce que le pays appartient à nous tous. Donc, si elle prend sur elle-même, alors que Dieu seul sait si elle a perdu beaucoup de choses, hein, pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui sont planqués, sont cachés. Ils attendent qu'on mène le combat pour eux, et puis après, maintenant, ils vont venir gaillardement. Voilà. Et ça, c'est la lâcheté humaine. Voilà, c'est l'être humain. Et donc, moi, étant conscient de ça, c'est pour ça que je soutiens Charles Blé Goudé en disant que les autres, là, qui ont le même âge ou sont plus jeunes, qu'ils aillent monter au créneau comme lui, il a pu le faire par le passé, et ça l'a conduit à la CPI. Que ce soit les pro-Soro ou les Gore, là. Allez-y. Pourquoi vous n'allez pas? C'est trop facile, là, de l'accuser de tout, alors qu'il est tranquille. Ah ben oui. On fait concours d'honnêteté, il y en a qui vont être éliminés dans le premier tour. Ils ne pourront même pas participer à la sélection, aux préliminaires. Parce qu'il y a des basiques, il faut les maîtriser, et puis après, on va te passer pour pouvoir maintenant être admis. N'importe quoi. Donc voilà, donc je suis très content qu'ils puissent se retrouver, hein, se mettre ensemble. Ah ben c'est de ça dont il s'agit. Elle dit, on compte sur toi, voilà, parce qu'elle est respectueuse par rapport au fait que c'est un dévancier, il était avant elle, et puis elle maintenant, elle a pris le flambeau quand lui, il était à la CPI.
et un respect mutuel, voilà, hein, avec intelligence. Parce que c'est pour le service de tous, c'est pour l'intérêt général. C'est ça qui est prédominant. Hein, n'importe quoi. Donc, là, les quelques notes que j'ai prises pour la suite, c'est que j'ai dit, il y a eu la question de démolition. Problème d'ignorance, mais surtout de tribalisme. Il faudrait imaginer si c'était Gbagbo, M. Gbagbo, ou M. Konan Bédié qui avait agi ainsi pour casser les maisons là, des pauvres gens. Quelle serait la réaction de la communauté musulmane et surtout le peuple du Nord, les Djoula? Eh oui, alors là, non, je suis à l'aise, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis un homme de l'Ouest. Mais je dis je suis panafricain d'abord, en premier. Et puis les histoires de Camerounais, machin, ça c'est secondaire. Hein, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, ça c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est le panafricanisme, le panafricain. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Afrique, je suis chez moi. Donc, qu'est-ce que je dis? Mais attendez, en Côte d'Ivoire, mais moi j'ai soutenu quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, oh, pourtant c'est un homme du Nord, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, et quand j'ai vu là ce que M. Ouattara est en train de faire depuis, à faire du mal aux Ivoiriens, à faire du mal aux habitants de Côte d'Ivoire, les plus pauvres, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il faut mettre cette action-là qui fait, hein, qui mène là, en train de casser les maisons comme ça en désordre, à l'aise. Si c'était le président Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'ils auraient fait ces gens-là? Quelle serait leur réaction? Qu'est-ce que la réaction de ces gens-là si c'était le président Laurent Gbagbo? Voilà les questions de fond fondamentales. Et du coup, j'ai dit, mais comme ma religion, c'est la vérité et la justice, j'ai dit non, vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper. Eh oui, eh oui. Et puis, bon, ceux qui me connaissent, ça ne rigole pas. Pourquoi? Parce que c'est pour l'intérêt du général, c'est pour la vérité. Et la vérité finit par triompher. Non, il n'est pas question de dire, bon, comme c'est un des nôtres, mais c'est pas ça, c'est ça. Or, ça, quand je vois cette attitude-là, je dis, mais vous êtes profondément tribaliste. Je vous donne le prix, là. Parce que quand je vois l'attitude de M. Ouattara, puis il n'y a rien qui est fait pour le faire partir, mais je dis, mais vous êtes le numéro 1 en matière de tribalisme. Voilà. Ma vidéo, là, c'est partagée là au maximum. Non, parce qu'il faut dire les choses, il faut mettre les cartes sur table, de manière à ce qu'on sache les uns et les autres qui veut quoi, qui se cache derrière quoi. N'importe quoi. On va avancer. Ah, je suis à l'aise, hein. Je vous dis, moi, je soutiens Mamadou Koulibaly. Donc, à ce niveau-là, et je le soutiens depuis fort longtemps. Hein. Et quand je le soutiens, c'est par rapport à la compétence. Voilà. Il est qualifié. Puis maintenant, je dis, je viens de découvrir un autre monsieur, c'est Awa Dombelo. Vous voyez? Ils ne sont même pas de la même ethnie que moi. Pour vous dire que je ne suis même pas à ce niveau-là, moi. Moi, je suis au niveau très élevé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais le sujet, tu ne le maîtrises pas. Assieds-toi et prends des notes. Parce que là, le débat, il y a d'autres domaines où tu peux maîtriser, mais là, tu ne le maîtrises pas. Donc, assieds-toi et prends des notes. Tu as des notes à prendre, c'est tout. Tu la fermes, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, la suite. Je disais quoi? Je disais, à l'époque, ils ont mis en place la charte du Nord. C'est quoi la charte du Nord? La charte du Nord, c'est simplement pour le rattrapage ethnique, sachant que les Dioula représentent 40% en Côte d'Ivoire de la population. Voilà. N'importe quoi. Rattrapage ethnique. Vous voyez ces gens-là? Complètement dans l'anachronisme. On dit qu'on a fait des études aux États-Unis, on a fait des études en Allemagne, on a fait des. Tu as fait des études longtemps, loin là-bas, là. Et puis c'est pour en arriver là. Bon, donc on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. Parce que le sujet qui nous intéresse, vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'êtes pas à votre place. Allez-y faire autre chose. J'ai dit, il y a plein de trucs à faire dans la vie. Cuisinier, architecte, médecin. Hein, tout. Va faire ça. Voilà, on va t'encourager. Mais viens pas là quand il s'agit de défendre l'intérêt général. Parce que c'est nous autres qui sommes qualifiés parce qu'on a ça en nous. C'est ça dont il s'agit, c'est rien d'autre. Voilà. Donc tu la fermes. Hein, et puis je dis que comme c'est l'intérêt général, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à nous tous, qu'est-ce qui peut expliquer que toi tu t'appropries et puis maintenant tu fais le malin? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et puis les zozos là qui sont pas avertis sont là, ils suivent comme des moutons. Même ce qui est drôle, c'est que les gars du Ouattara, là, il y en a qui disent même que pion, ça veut dire en Côte d'Ivoire quand j'étais petit, ça veut dire que tant pis. Enfin, c'est l'arrogance à son extrême. Hein. Quand on est dans l'arrogance, on dit ouais, en gros, on vous emmerde, on est moutons. Regardez où ils en sont rendus. Bon, cela dit, je vous dis, nul n'est éternel. Donc le moment venu, il va falloir juger des gens. Mais parce qu'il faut les juger réellement. Hein. Radio-diffuser. Eh oui, à but pédagogique pour ne pas que ça recommence. Parce que le problème chez nous, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, qu'on caresse les traîtres. Alors que les traîtres, il faut les infliger la correction qu'ils méritent parce que dans les autres peuples, quand ils nous ont dépassés là, c'est parce que justement, ils rigolent pas là-dessus. Oh, nous, on rigole là-dessus. Nous-mêmes, on encourage les traîtres. Voilà. Retenez la leçon. Hein. Faut pas, les traîtres, il faut les traiter. Si on veut sortir dans la position de dernier qu'on nous sommes là, voilà. Si on veut en sortir, eh ben, c'est une obligation absolue. Voilà. Donc, je disais quoi? Je disais, la question qui se pose sur les logements sociaux, sous Alassane Ouattara. Hein, M. Ouattara est au pouvoir donc, depuis 2012. Et donc, depuis 2012, hein, 2011, voilà, il a pris le pouvoir. Hein, quand on a renversé le président Laurent Gbagbo, il a été mis là par l'armée française. Donc, de 2011 jusqu'en 2024, qu'est-ce que ça donne au niveau des constructions de logements sociaux? Les logements sociaux, qu'est-ce que ça donne en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, en Côte d'Ivoire, le président, comment il s'appelle, Félix Houphouët-Boigny, ben, il y avait des sociétés comme on appelait Sogefia,
Sikoji, ils construisaient plein de logements comme ça pour la classe moyenne. Voilà. Et donc, les gens, on était dans une paix comme ça, relative, mais en tout cas, voilà, ça allait, ça allait. Or là, aujourd'hui, on vient, les gens ont leur bien, ils ont leur terrain, on leur arrache la raison du plus fort, on respecte, rien n'est respecté, et on s'en fout, on les méprise. Les enfants sont abandonnés comme ça, ils sont dans la classe, on vient, on casse leur classe, hein, et puis ils n'ont plus de classe, ils sont livrés. Hein. Et même avant qu'on en arrive là, rappelez-vous, moi j'ai regardé dans les émissions de Kofi, justement, il parlait des gens qui dormaient dans les cimetières, en Côte d'Ivoire, sous le règne de M. Ouattara. Donc c'était un prémisse. Ah oui, hein, là on est en 2024 ou 2023, où c'est accéléré au niveau de casser les maisons des gens, mais avant, revenez 5-6 ans en arrière, ou même 10 ans, les gens dorment dans les cimetières. Mais déjà ça, mais psychologiquement, je vous dis, mais l'enfant qui, en grandissant, quand il sera adulte, qu'est-ce qu'il aura choc psychologique? Dites-moi. Et là, ils font comme si de rien n'était. Ils sont tranquilles. Après, ils disent qu'ils ont des mandats de maire, conseiller général, conseiller régionaux, sénateur, n'importe quoi. Vous êtes tous des voyous. Vous êtes des escrocs parce que c'est de l'argent public. Vous vous nourrissez de ça. Et en retour, vous ne donnez rien. Alors que normalement, quand on vous donne cet argent-là, on vous paye, eh ben, c'est pour défendre le peuple, défendre les droits du peuple. Donc, ce que je constate, moi, en tant que panafricain, je dis, mais voilà, là, on est dans une situation où on nie la citoyenneté de ces gens. Ce ne sont pas des citoyens. Parce que normalement, un citoyen, il a des droits et des devoirs. Or là, ils n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. N'importe quoi. Et ceux-là même qui sont censés les représenter, ils foutent rien, ils branlent rien. Des trouillards. Ah là là là, enfin bon. Donc la suite. Hein, donc je disais que M. Ouattara, il faut faire le bilan pour savoir qu'est-ce qu'il a conçu comme logements sociaux. Hein. Il y a quelques années, hein, quand il arrive au pouvoir, en 2015, il avait promis de réaliser 60 000 logements sociaux. Plus de 80% des chantiers sont concentrés à Abidjan, où les premières maisons sortent de terre. Là, ça c'était à l'époque, en 2015. Les statistiques font état d'un déficit de 400 000 logements, à l'époque, en 2015, dans tous les pays, dont 200 000 à Abidjan, qui est la capitale. Alors, dans les promesses de campagne de M. Ado, hein, Alassane Draman Ouattara, en 2010, c'était 60 000 logements, dont 50 000 à Abidjan. Quel est le bilan en 2024? Voilà. C'est-à-dire que je répète, M. Ouattara, à l'époque, quand il battait campagne, en 2010, il disait qu'il avait promis aux Ivoiriens 60 000 logements, dont 50 000 à Abidjan. Ça donne quoi quand on fait les statistiques? Hein? Le bilan. La question essentielle n'est pas la démolition ou les démolitions. Le vrai problème reste et demeure le dédommagement des personnes concernées. Hein, car ces gens ont eu souvent des autorisations municipales, par exemple, hein, ou ministérielles, tout ce que vous voulez, ministre de la construction. Ils ont eu ça, on s'en fout de tout ça. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Voilà. Donc, tous ceux qui détiennent des mandats en Côte d'Ivoire, hein, je vous dis mandat de député, mandat de maire, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la connivence, très clairement. Et donc, vous êtes condamnable. Et vous devez répondre devant le peuple le moment venu, très clairement. Sinon, c'est trop facile. Ah ben oui. Non, parce que des citoyens, on nie leurs droits. On bafoue leurs droits. On les méprise à un point où ils ont droit à rien. Et puis, le comble, c'est qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire, suivez mon regard, qui sont beaucoup plus logés, qui sont beaucoup plus respectés. Mais ça ressemble à quoi tout ça? On est seulement en 2024. C'est pour ça que je dis remercie toujours ceux qui ont inventé Internet, parce que ça permet à ce que Dieu seul sait s'il y a besoin que je donne mon point de vue. Parce qu'il y a plein de gens qui sont qualifiés, mais qui ont la trouille déjà, ils ont peur. Et puis deux, ils sont malhonnêtes surtout, parce qu'il y a deux choses. Voilà. Ils sont malhonnêtes. Ils tournent autour du pot. La connivence, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je dis quand c'est ton argent privé, j'ai rien à dire. Mais quand c'est de l'argent public, mais il ne manquerait plus qu'on n'ait pas des choses à dire. Ça veut dire, soit on n'a rien compris, soit on est dans la combine. Voilà. Donc, je dis que c'est le dédommagement des personnes concernées, car ces gens ont eu souvent à avoir des autorisations, donc ils sont dans leurs droits. Voilà. Gouverner, c'est prévoir, très clairement, ça c'est vraiment quelque chose de très connu. Nous dit-on, quel est le bilan de la gouvernance de M. Alassane Ouattara depuis l'année 2012, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2024, en matière de construction des logements sociaux. Voilà. Faisons le bilan. À l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, il existait des politiques sociales développées avec la construction de nombreux logements sociaux. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, hein, par exemple, 220 logements à Djamé, enfin, et au Pougon, à Abobo, voilà. Les sociétés Sogefia, Sigoji, tout ça. Ils construisaient. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'est ça. Hein, et puis, j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà. Ah ben oui, hein, c'était un plaisir de voir que la jeune sœur Paul Thierry Ballet, elle retrouve le jeune frère Charles Blé Goudé. Ils vont se mettre ensemble. Et puis, pour le bien commun, pour le bien du pays,
et la nouvelle génération qui doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça va pas être facile, c'est vrai. Mais je dis que la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que c'est vraiment le cœur de la France-Afrique, eh bien, le peuple ivoirien ne peut pas faire l'économie d'une révolution, très clairement. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Ah tiens, j'allais oublier. En fait, tout à l'heure, j'avais fait une vidéo où je parlais de, comment on appelle ça, l'intervention du président Faure Gnassingbé. Eh bien, enfin, Faure Gnassingbé qui fait un coup d'État constitutionnel, mais c'était l'image de son père qui interpellait le Georges Pompidou à propos du franc CFA. Donc, pour terminer la vidéo, voilà, c'est ça. Je disais pour ceux qui, voilà, je dis blablabla, c'est bien, mais la lecture, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc pour ceux qui sont courageux, vous pouvez vous approvisionner là, hein, à la lecture de ces livres très importants écrits par le professeur Poémi, hein, camerounais, qui a enseigné même à Abidjan, d'ailleurs, à l'époque. Voilà. Donc, c'est lui, il était un des premiers à écrire sur le franc CFA. Vous pouvez procurer ça. Ensuite, il y a ça, le franc CFA par André Neuris, hein, c'est un professeur là. Voilà, il y a ça. Bon, il y a beaucoup de littérature sur le franc CFA. Hein. C'est vous dire que ceux qui sont de bonne volonté, hein, il y a de quoi passer maintenant à la pratique. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné. Hein. C'est une question de volonté, une vraie volonté politique, et puis on avance. Voilà. Il y a ça. Et puis pour terminer, c'est le coup de cœur avec le professeur Nicolas Gbou, qui lui est ivoirien d'ailleurs. Tiens. Voilà. Le professeur Nicolas Gbou, hein, ce bouquin-là qui est sorti depuis, je crois, 2010, et qui est une sorte de best-seller. Voilà. Hein. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Voilà, Nicolas Gbou, hein, ivoirien, professeur d'économie. Donc, procurez-vous tout ça, et puis c'est important pour s'instruire, se cultiver. Merci bien, et à très très bientôt. Merci bien.